Souvent, la pensée commune oppose liberté et égalité. Plus il y aurait de liberté, moins il y aurait d'égalité. Plus on rechercherait à réduire les inégalités, plus on perdrait en liberté. Nous allons voir que ce préjugé est faux. Et comme toujours, il fait suite à une confusion. Celle entre la vraie liberté que nous venons de voir dans le podcast précédent et la liberté de posséder à l'infini. La propriété absolue, que j'ai largement dénoncée. L'exemple typique réside dans la répartition des richesses d'un pays. Quand un État redistribue les richesses équitablement par l'impôt, les riches seraient susceptibles de perdre en liberté de s'enrichir, comme la taxe Zuckman. L'impôt paraît alors comme une atteinte à la liberté de posséder. L'État vole les riches au profit des pauvres. Du coup, la droite défend la liberté et la gauche l'égalité. En réalité, cette opposition nous égare plus qu'elle ne nous instruit. Dans une perspective spiritualiste, la liberté et l'égalité se complètent mutuellement. Non seulement elles ne s'opposent pas, mais il faut même les conjuguer ensemble pour qu'elles s'incarnent dans la réalité quotidienne. Quand j'ai traité les valeurs universelles, j'avais oublié d'énoncer une observation fondamentale. Aucune valeur universelle ne s'oppose à une autre. Toutes, elles se complètent mutuellement. Cherchez par vous-même. À la fois c'est fascinant et complètement normal, puisqu'elles sont toutes des miroirs de l'amour universel, ce qui confirme leur caractère universel. Dans le podcast sur les 4 fonctions du cerveau, j'avais apporté une précision importante. La conscience est de nature fractale. Une fractale est un objet géométrique fractionné à l'infini, dont les sous-ensembles sont strictement identiques à l'original. Notre conscience, dans sa structure, est ainsi une fractale de la conscience universelle. Mais plus encore, chaque valeur universelle est une fractale de l'amour universel. Associez par exemple bonté, respect, vérité et beauté. Ces valeurs possèdent leur propre définition, lesquelles a priori n'ont rien à voir ensemble. Mais a posteriori, observez mentalement leur structure. Elles s'incarnent toutes lors d'une relation entre tous les êtres humains. Un étranger qui parle avec respect, moi qui avoue à un ami une vérité délicate, ou même lorsque nous admirons un paysage, comme si l'âme de la nature vibrait avec la nôtre. Kant déclara à juste titre, « Le beau est ce qui plaît universellement, sans concept. » Sans concept signifie hors pensée rationnelle, donc pensée spirituelle, donc de nature fractale, donc universelle. Ce qui est le cas de tous les objets spirituels que nous avons parcourus. Également objets spirituels, toutes les valeurs universelles s'imbriquent dans la même structure universelle pour nous conduire vers la fraternité. Si l'on considère la liberté comme le consentement de plusieurs volontés, nous ne pouvons nier que pour que 2 volontés s'accordent, il est nécessaire qu'elles admettent chacune une sorte d'égalité entre elles. Comment pourrais-je en effet m'entendre avec autrui si je ne vois en lui que des infériorités ou une sorte d'infirmité naturelle, comme le racisme? Il faut absolument un point d'ancrage égalitaire pour s'entendre, se comprendre et s'accorder. Mais alors, si c'est le cas, quel serait ce point d'ancrage égalitaire? L'égalité en dignité. Seule réelle égalité, car toute autre égalité n'est qu'un leurre. Mais qu'est-ce que la dignité? Qu'avons-nous tous en commun, nous, les êtres humains? Et bien sûr, les valeurs universelles gravées en lettres d'or dans nos cœurs biologiques à la naissance. Voilà ce que nous partageons réellement.
L'égalité en droit n'est en réalité qu'une théorie juridique, souvent mal appliquée d'ailleurs, et qui n'a aucun fondement naturel. C'est l'égalité en dignité qui permet le consentement des volontés et qui ouvrira ensuite un nouveau champ de liberté. Et ceci sans faire du mal à autrui. Bien sûr, de ce point de vue, consentir revient à s'engager mutuellement et agir ensemble conformément aux valeurs, d'où l'altruisme inné. Dès lors, l'égalité en dignité et la liberté que j'ai nommée coopérative permettent l'émergence d'une réelle fraternité. Car pour que la fraternité soit, il faut une même origine, une filiation commune à tous les humains, c'est-à-dire la mise en commun des valeurs universelles inscrites au cœur de notre biologie et donc au sein de Mère Nature. Voilà l'articulation que je propose entre la liberté et l'égalité, au travers de la dignité, pour aboutir à une authentique fraternité. N'est-ce pas là une belle approche de la démocratie ? Cette approche de la liberté nous permet donc de clarifier les choses. Nous avons d'un côté la valeur universelle liberté, présente en nous dès notre naissance, c'est le versant spirituel, et de l'autre, la construction sociale permanente d'un champ de libération, c'est le versant matériel. De ce point de vue, le principe de liberté n'est plus un droit naturel ni un bien personnel acquis, mais plutôt un bien collectif qu'il faut sans cesse défendre ensemble. De même, le principe d'égalité consiste à sans cesse rééquilibrer, ensemble et constamment, les inégalités sociales et économiques, à l'instar du métabolisme biologique. Je m'explique. Vous vous souviendrez de la loi universelle de coopération, ou la robustesse du vivant chez Olivier Hamon. La vie unique se caractérise par une constante d'équilibre qui recherche sans cesse à rééquilibrer les déséquilibres naturels. Nous l'avons vu également utilisé pour définir le réel processus économique. De même que la maladie découle d'une défaillance de la constante recherche des équilibres métaboliques. De même, nos sociétés malades découlent elles aussi d'une défaillance similaire de cette constante recherche des équilibres sociaux et économiques. Le principe d'égalité résulte donc, lui aussi, de la même constante recherche de l'équité sociale et économique, mais sans jamais l'obtenir au final, puisque nous naîtrons sans cesse toujours différents. J'appelle cette constante sociale la fonction d'équité. Dès lors que le fort aide le faible, le bien portant le malade, le jeune le vieux, le sachant l'ignorant, le riche le pauvre, etc. La fonction sociale d'équité participe à l'élaboration de ce champ d'expérimentation de libération. En effet, il n'y a pas de liberté sans le consentement des volontés, consistant à appliquer dans nos vies quotidiennes cette fonction d'équité. Rendre le monde meilleur consiste donc à appliquer cette fonction d'équité jusqu'au plus haut niveau de l'État. De même, nous l'avons vu, toute structure sociale, famille, entreprise, administration, armée, police, pompiers, association, système politique, est nécessairement hiérarchisée. Aucune hiérarchie n'est et ne doit être égalitaire au sens commun du terme, c'est-à-dire l'égalitarisme qui nivelle par le bas et ne comprend rien à la valeur universelle égalité. Les communautés fraternelles et les plus petites tribus ont toutes un chef à leur tête. L'univers, la vie sur terre, tout est hiérarchisé. Notre propre corps l'est également. Et Platon l'affirmait déjà. Toute forme de vie contient le un organisateur du multiple.
Nous sommes donc faits par nature pour vivre ensemble au sein de sociétés hiérarchisées, mais sans égalitarisme, sans nivellement par le bas. La loi universelle de coopération est claire à ce titre. Elle n'obtient jamais l'équilibre parfait, sinon c'est l'inertie de la matière ou la mort du vivant. Et ce serait la fin de l'évolution vitale. Nous avons donc besoin, par nature, à la fois d'obéir et de commander, selon où nous nous situons dans la chaîne hiérarchique, mais toujours avec bienveillance. Relisons Nietzsche à ce propos. Je le cite. « La hiérarchie s'est établie par la victoire du plus fort et l'impossibilité pour le plus fort de se passer du plus faible, comme le plus faible du plus fort. Car obéir est aussi bien une fonction de la conservation de soi que, pour l'être le plus fort, commander. » Ou encore, l'homme est une pluralité de forces qui se situent dans une hiérarchie, de telle sorte qu'il y en a qui commandent, mais que celles qui commandent doivent aussi fournir à celles qui obéissent tout ce qui sert à leur subsistance, si bien qu'elles-mêmes sont conditionnées par l'existence de ces dernières. Fin de citation. La révolte du faible ou du pauvre n'est pas naturelle. Elle est seulement la conséquence de hiérarchies malveillantes. Redisons-le avec force. Nous sommes tous, selon les circonstances, forts ou faibles, sachants ou ignorants, malades ou en bonne santé, vieux ou jeunes, riches ou pauvres, croyants ou non-croyants, hommes ou femmes, blancs ou de couleur, hétéros ou homo. Reconnaître que toute relation est par nature hiérarchisée et non égalitaire permettra d'appliquer le principe d'égalité dans une recherche constante d'équité. Car lorsque ces hiérarchies sont malveillantes et fondées, comme aujourd'hui, sur le pouvoir toxique de l'argent, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'abus et de corruption. Comme nous l'avons vu ailleurs, les tenants du néolibéralisme entretiennent la confusion entre nos différences naturelles et les inégalités sociales et économiques dans un seul but, enrichir les riches avec l'argent des pauvres. Selon eux, nous sommes tous inégaux, par nature. Il est donc normal qu'il y ait des très riches et des très pauvres. Or, la réalité, encore une fois, c'est que nous sommes et resterons tous différents. Et c'est en passant de la loi humaine du plus fort à la loi naturelle du plus juste que nous apaiserons les inégalités sociales, issues de nos différences naturelles. Mais cette fonction d'équité ne pourra fonctionner qu'au sein de hiérarchies bienveillantes. L'erreur du wokisme, c'est de penser que nos différences innées, sexe, couleur de peau, préférences sexuelles, etc., sont structurellement ancrées dans une sorte d'inconscient social qui fait qu'un blanc, même antiraciste, est quand même raciste, au fond, et ne pourra jamais comprendre ce que vit un noir dans une société de blancs. Ce pseudo-principe serait valable dans le cas de n'importe quelle discrimination. Selon ce récent courant de pensée, nos différences seraient donc insurmontables. Et un homme féministe sera tout aussi suspect qu'un blanc antiraciste. Du coup, le blanc en question ne pourra faire qu'une seule chose, culpabiliser d'être né blanc. Alors qu'en réalité, si nous voulons vraiment gommer toute différence discriminante, il suffit d'apprendre à nous tendre la main. Je vous renvoie au couple mixte. La pensée woke se trompe de combat. Elle veut faire des anciens dominants des futurs dominés, et inversement. Accueillons plutôt ce que nous sommes tous par nature, et éveillons ensemble ce que signifie wokisme, avec nos différences,
des sociétés fraternelles bienveillantes. La revendication à l'égalité du dominé au sein de nos sociétés malveillantes n'est que l'expression d'une souffrance néfaste, issue du principe d'égalité, très mal compris. Le malade, le pauvre, la femme, le noir, subissant la loi du plus fort, hiérarchie malveillante, au lieu de la loi du plus juste, hiérarchie bienveillante, revendiquent un droit illusoire. Ils rêvent d'une égalité impossible. Leur combat est voué à l'échec. Tant que le bien portant, le riche, le mâle, le blanc n'accepteront pas d'entrer dans une relation humaine universelle, telle que je l'ai décrite. L'égalité en droit des constitutions n'est pas seulement l'affirmation d'un même droit juridique pour tous, elle est aussi celle du devoir de tendre la main au plus faible que soi. Ce droit constitutionnel à l'égalité devient au final un devoir fraternel entre dominants et dominés. Le principe d'égalité invite ainsi le fort, le dominant, le blanc ou le riche à apaiser les inégalités sociales, issues des différences naturelles, en appliquant la loi du plus juste avec bienveillance. C'est ça la coopération. Alors en retour, le plus faible, le dominé, le pauvre ou le racisé, n'aura non seulement plus besoin de revendiquer quoi que ce soit, mais il accueillera cette preuve de solidarité avec dignité et reconnaissance. On assistera alors à un retournement de la relation humaine universelle néfaste, en passant du je m'impose, il s'oppose, au don et à l'accueil inverse et réciproque entre tous les humains, et quelles que soient leurs différences. En termes simples, un ami me rend service, je lui témoigne ma reconnaissance, mais cet accueil-gratitude contient un don futur, mon aide dès qu'il la sollicitera. Et ça s'appelle l'entraide, et c'est évidemment une valeur universelle. Le principe d'égalité ne dit donc pas, comme nous sommes tous égaux en droit, que le meilleur gagne. Mais comme nous sommes tous différents, soyons solidaires, fraternels, altruistes, en apaisant les inégalités par l'application de la loi naturelle du plus juste. De la même manière, le principe de justice que nous verrons ne consiste pas seulement à appliquer à tous le même droit juridique, mais aussi et surtout à rééquilibrer constamment les injustices sociales et économiques. Voilà pourquoi nous devons impérativement passer du versant égoïste, hiérarchie malveillante, au versant altruiste, hiérarchie bienveillante. Alors l'égalité est-elle aussi un objet spirituel? Premier principe. En tant qu'objet spirituel, le principe d'égalité invite le fort à tendre la main au plus faible. Or, cette solidarité altruiste appelle donc un acte volontaire, cause de lui-même. Et en retour, le dominé accueillera avec bienveillance l'aide du dominant, ce qui nous renvoie à mon approche de la liberté. Deuxième principe, la contradiction interne est la suivante. Le principe d'égalité affirme l'inégalité par nature. Nous sommes tous différents, tout en recherchant la suppression maximale des inégalités, mais sans jamais y parvenir pour ne pas stopper le processus d'évolution dans son élan. Somme toute, ce sont nos différences naturelles légitimes qui nous invitent, à l'inverse, à les réduire en matière d'inégalités sociales et économiques. Nos différences naturelles, face aux inégalités sociales et économiques, portent donc en elles-mêmes leurs propres contradictions. Contradiction que la fonction d'équité tend à réduire par un travail sans cesse renouvelé, autrement dit, par la transcendance laïque. Enfin, dernier principe, ce principe d'égalité ne se montre pas du doigt, ne se démontre pas via la logique rationnelle. Il s'incarne ou non selon notre libre arbitre. Immatériel, invisible, abstrait,
il est présent dans nos vies quotidiennes, car il est toujours gravé en lettres d'or dans notre cœur. C'est à nous les peuples de l'incarner et de l'imposer à nos dirigeants. Le monde d'après, juste et équitable, ne viendra pas d'en haut. La véritable arme des peuples contre les élites mondiales destructrices de démocratie sera l'altruisme et non la violence. Appuyons-nous tous sur les valeurs universelles de la démocratie directe. Il reste un espoir dans cet océan d'inégalités. Jusqu'à la chute néolithique, les inégalités sociales et économiques n'existaient pas, donc pendant 100 000 ans. Seules nos différences naturelles nous distinguaient les uns des autres. Nous étions différents, mais nous avions un bagage commun, un organe spirituel et une morale vitale permanente. C'est donc après la chute que sont apparues des inégalités d'une violence inouïe. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour retrouver des inégalités engendrant autant de souffrances. Après la guerre, les pays occidentaux entrent dans une période faste de ce point de vue. Les 30 Glorieuses, selon son concepteur, l'économiste Jean Fourastier. Et dans le reste du monde, les colonies obtiennent leur indépendance, donc le droit pour chaque peuple de s'autodéterminer. Mais à partir des années 1970, les inégalités sociales et surtout économiques se creusent à nouveau en Occident. Les idées et projets libéraux, dont ceux de la Chine communiste, envahissent la planète. L'une de ces idées va jusqu'à faire de l'investissement un synonyme de spéculation. Nous l'avons vu. L'investissement consiste à placer un capital financier, c'est-à-dire des gains de production du passé, dans l'économie réelle, production à venir. Tandis que la spéculation consiste seulement à faire de l'argent avec de l'argent, et du reste plutôt avec celui des peuples. Cette idée purement néolibérale a fait presque totalement disparaître les investissements réels au profit d'une économie spéculative cruelle et inefficace sur le plan social et écologique. Résultat, côté industriel, la France est à genoux et n'est plus que jamais, autosuffisante. Mais ne désespérons pas. Après 2 siècles d'errance, un grand nombre d'économies sont enfin disposées aujourd'hui à revoir leur copie. Les économistes atterrés, comme Gilles Ravaud par exemple, qui dans son livre « On n'a pas tout essayé » écrit, je le cite, « Il manque une dernière pièce à notre puzzle pour qu'il soit complet, le travail. En effet, les salariés sont de plus en plus nombreux à se sentir dépossédés et malheureux au travail, ce qui découle notamment de ce que les entreprises ont dû céder leur autonomie de gestion à leurs actionnaires depuis les années 1980, le néolibéralisme. Nous verrons comment il sera possible de remédier à cela en donnant la possibilité aux entreprises de poursuivre des objectifs autres que strictement économiques, et en demandant, écoutez bien, que le pouvoir économique soit partagé à parts égales entre actionnaires et salariés. En effet, comme nous le verrons, défendre la démocratie au travail, c'est en fait défendre la démocratie tout court. Fin de citation. Dans un de ses chapitres intitulé « Réduire les inégalités pour sauver la société », Ravaud nous explique que même les riches devraient préférer l'égalité. Et il ajoute « Mais l'une des plus grandes découvertes de Wilkinson et Pickett est d'avoir montré que même ceux qui réussissent sont affectés par la hausse des inégalités, puisqu'ils sont rongés par la peur d'une chute vertigineuse contre laquelle rien ne les protège. De ce fait, même ces personnes auraient intérêt à une diminution de leurs revenus, car elles vivraient plus longtemps et en meilleure santé. Bref, elles seraient plus heureuses. C'est pourquoi, comme l'indique le titre de leur dernier ouvrage,
pourquoi l'égalité est meilleure pour tous, les auteurs concluent, je cite, « Les vrais libéraux sont donc ceux qui proposent de s'attaquer sérieusement aux inégalités, comme Anthony Atkinson, qui proposait de redistribuer le pouvoir économique. » Fin de citation. Et voici un extrait de la présentation officielle de leur livre. Je cite, « D'après les auteurs, les résultats exprimés sont clairs. État de santé, espérance de vie, obésité, santé mentale, taux d'incarcération ou d'homicide, toxicomanie, grossesse précoce, succès ou échec scolaire, bilan carbone et recyclage des déchets, tous les chiffres vont dans le même sens. Plus qu'à n'importe quel autre indicateur de richesse, de culture ou de dépenses publiques, c'est à l'écart variable des revenus que l'on doit attribuer le score de chacun des pays sur l'échelle des performances. De plus, ajoute-t-il, les sociétés montrant un grand fossé entre riches et pauvres nuisent à chacun de leurs membres, y compris les nantis se croyant à l'abri. Les riches ont donc tout intérêt à vouloir eux aussi plus d'égalité pour tous. Fin de citation. Il y a donc un espoir, dans la mesure où le réel s'impose, comme toujours. Mais il reste à transformer l'essai, comme par exemple dénoncer la spéculation illimitée, principale source d'inégalité à l'origine de nos sociétés malades, puis décider clairement de la supprimer au profit d'investissements productifs de biens communs réels. Bon, en conclusion, les valeurs universelles, égalité et liberté, sont deux facettes de la même réalité, la fraternité, que nous étudierons. Mais à condition de les définir correctement, et certainement pas en les opposant bêtement. Or, comme toujours, leurs enjeux s'avèrent fondamentaux. Nous ne bâtirons pas une société vivante et en pleine santé si nous n'enseignons pas l'ensemble des valeurs universelles dans nos écoles et universités. La démocratie directe, spirituelle laïque, commence par là. Dans le prochain podcast, il s'agira d'approcher la dignité en soi, laquelle est, selon moi, la seule égalité naturelle que nous possédons tous, sans exception. Elle fonde la fraternité, laquelle résulte d'un mariage entre la liberté et l'égalité. Je vous remercie pour votre patience.